RCF. Bonjour à vous tous et à vous toutes, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carte Blanche. Notre invité aujourd'hui, Franck Gard, pour le premier tome de sa série Les Aigles de l'Empire, et ce premier tome s'appelle « Car l'honneur m'oblige ». La réalisation technique est de Clément Bonsignor. « 25 minutes pour présenter ce gros livre, près de 500 pages, et le premier livre d'une saga. Qu'est-ce qui vous a passé par la tête, cher Franck Gard, de vous lancer dans une aventure pareille? Ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire et d'écrire notamment sur cette période. Je suis passionné de l'Empire, et donc de ses racines, la Révolution française. Et il s'est trouvé qu'il y a quelques années, j'ai eu la latitude, le temps, pour m'y essayer, pour me lancer dans cette écriture. Le but est multiple. Je trouve qu'on a une génération assez ingrate par rapport à nos aînés, dont nous sommes les héritiers. Nous vivons dans une France qui a été la somme des sacrifices de nombreuses générations. On a tendance à les oublier. À mon niveau, par ce comment, j'essaye d'évoquer et de rendre honneur à ceux que j'appelle ces glorieux obscurs qui ont fait la France d'aujourd'hui, qui ont fait la gloire de l'Empire et qu'on a oublié. Voilà. Et se lancer dans cette aventure, vous avez vous vous êtes dit dès le début, au fond, je commence en 1792 et chaque année, il y aura un livre. Et on va monter comme ça. Ça dépend un petit peu de la densité historique de l'année en question. Effectivement, ce premier tome se déroule sur 3 semaines. C'est assez resserré. Ouais. C'est assez resserré. J'ai pris le prétexte du mois de septembre avec les massacres de septembre qui ont eu lieu quand même essentiellement sur Paris, les environs, peu en Haute-Loire, mais on a pris ce prétexte. J'ai pris ce prétexte pour justifier quelques massacres au passage qui sont propres à mon histoire. Voilà. Le tome 2 n'aura pas la même échelle de temps. Ça se passe de la Savoie et principalement sur le siège de Toulon. Donc ça commence le 15 août et ça finit fin décembre. Le tome 3 peut se dérouler sur plus d'une année. Donc il n'y a pas vraiment de règle fixe comme ça. Mais c'est parti. Et c'est parti. Alors, pour un bon roman historique, il y a plein d'ingrédients à réunir. Et très honnêtement, ces 500 pages les réunissent. Bravo pour c'est un premier essai, c'est un premier livre. Oui. Combien de temps pour écrire? Avec les recherches, la conception, beaucoup de recherches historiques, 3-4 ans. Mais je ne faisais pas que ça, bien évidemment, j'écrivais ça le soir et les week-ends. Voilà. Alors, donc un roman historique, beaucoup d'ingrédients. L'histoire d'abord, vous avez choisi de placer votre histoire au puits, et là, une solide documentation, il s'est passé beaucoup de choses intéressantes au puits, au fond, une sorte de résumé de ce qui se passe à l'échelle de la France entière dans ces 15 jours où tout bascule. Oui, je prends le puits parce que c'est un département, enfin, je prends la Haute-Loire parce que c'est un département que je connais bien, le puits parce que c'était logique dès l'instant qu'on partait sur ce département. Je me suis aidé de l'excellent ouvrage de Jacqueline Bayon-Tollet qui est universitaire à la fac de Saint-Étienne et que je remercie encore. J'ai eu l'occasion de la remercier par mail, mais voilà. Et puis, et oui, cette période de septembre est un écho, une résonance des événements de Paris, très atténuée, puisque la population n'est pas la même. Et puis, voilà, mais c'est un écho dont je me sers pour ma narration. Alors, il faut des héros. Oui. Et vous avez choisi 2 héros, 2 jeunes gens, complètement différents. Mais qui vont être à l'opposé, mais qui vont être unis qui vont construire une amitié au long de ce premier tome. Alors, le premier, je dirais, c'est Alain Delon. Il est superbe, il est beau, il est jeune, il est brillant.
il lit Marc Aurèle, comme ça qui s'appelle d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'Alain Delon lise Marc Aurèle. Bon, il est de famille noble et ça s'ouvre par un repas de famille où c'est le paradis. Des gens cultivés, intelligents, sensibles, le couple des parents est amoureux. C'est vraiment le paradis. Et ce jeune homme, ça va être votre héros. Un des deux. Un des deux. Un des deux, oui, puisque ces deux héros sont complémentaires. Donc il y a Marc Aurèle, qui s'appelle Marc Aurèle parce que son père, qui était érudit et baigné des Lumières et du stoïcisme, du coup, de Marc Aurèle, c'est l'empereur stoïcien Marc Aurèle, bien évidemment. Donc, oui, ce repas, c'est ces familles très ouvertes sur les idées de la Révolution, très généreuses, très érudites, très bienveillantes, qui malgré eux, sont terrassés, sont massacrés. Il n'y a pas eu que des victimes coupables, loin de là, pendant la Révolution. Cette famille en a été un exemple. Voilà. Alors, ils vont être massacrés dans des conditions historiquement terribles, comme les 1500 morts des massacres de septembre. Et bien sûr, un des fils de l'histoire, ça va être la recherche de la vengeance par ce jeune homme parfait, innocent, qui est plongé dans la brutalité de l'histoire. Oui, c'est un des fils rouges. Il y en a un second avec le deuxième personnage. L'autre personnage, lui, autant le premier, on le voit bien, autant le second, vous l'avez vraiment inventé, celui-ci. Il est brut de décoffrage. Il est brut de décoffrage. Ouais. Il s'appelle Iratus. Oui, alors il s'appelle Iratus. Drôle de prénom. Hein. Ce qui veut dire en colère. Il a été abandonné, recueilli par un prêtre. Petit clin d'œil, j'ai nommé Bienvenue. C'est un clin d'œil au prêtre au début du roman des Misérables. Voilà. Et oui, bah, du coup, c'est pas du tout le même parcours, c'est pas du tout la même personnalité. Il y en a un qui, comme son nom l'indique, est en colère. Il a des raisons d'être en colère puisqu'il a été abandonné battu, martyrisé, violé, enfin dans des... Pas tout à fait, parce qu'il s'est défendu. On vous laissera le plaisir de découvrir comment il s'est défendu. Ouais. Et c'est un bloc de haine, c'est un bloc de violence. Vous le faites parler d'ailleurs avec un langage qui est typique de l'époque. Oui, alors ces deux personnages très différents me permettent d'avoir des dialogues avec des visions de la société, de Dieu, des événements qui sont opposés. Donc ces deux amis sont des contradicteurs. Donc c'est quand même toujours plus intéressant que deux personnes qui parlent d'un sujet où ils sont entièrement d'accord. Pour ce qui est de la langue, ouais, effectivement, j'accorde un soin tout particulier au dialogue. Tout simplement parce qu'une servante ne parlait pas comme un aristocrate, un prêtre ne parlait pas comme un brigand, une béate ne parlait pas comme un bourgeois. Et donc j'essaie de distinguer ce langage pour donner une réalité, une couleur à l'époque. Et c'est important pour moi. D'ailleurs, dans le tome 2, je renforce cette recherche par des langages qui sont régionaux. Ça commence en Savoie, donc il y a effectivement des dialogues qui sont non pas en savoyard, tout simplement parce que ça serait incompréhensible et très, très désagréable pour le lecteur. Et en fait, si je ne me trompe pas, il y avait une population de 26 millions d'habitants, il y en a 8 millions qui ne parlaient pas du tout français, 8 millions qui le baragouinaient. Donc quand on va à Toulon, en Provence, dans le tome 2, là, je l'anticipe, il faut que le langage soit coloré et compréhensible en même temps, voilà. Même si, en fin de page, il y a toujours un petit clin d'œil avec une note de temps en temps, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Toujours pour justifier ce choix de deux personnages aussi antagonistes, un donc qui vient de rien, puisqu'il a abandonné, même s'il a fait l'école de l'oratoire. Et le second qui est d'une famille donc aristocrate comme vous l'avez dit, il représente à mes yeux ces deux parties de la France que Napoléon Bonaparte n'a eu de cesse de réconcilier. Voilà, dans l'armée impériale, dans l'armée du consul, il y avait des aristocrates
et il y avait des Jacobins. Et d'ailleurs, Napoléon faisait des mariages forcés entre ses officiers, qui étaient parfois d'extraction roturière, avec des dames de la noblesse, ou l'inverse. Voilà. Il a eu de cesse de réconcilier ces deux parties, et donc je voulais les réconcilier à mon niveau par ces deux personnages. Alors ces deux personnages, pour qu'il y ait un bon roman historique, il faut qu'il y ait aussi un fil conducteur amoureux. Oui. Fil conducteur amoureux, alors vous imaginez une charmante, une Aurore, elle s'appelle Aurore, donc elle est Aurore, quoi. Superbe. Ça va être compliqué, et voilà. Et puis, beaucoup d'autres personnages qui vont apparaître au fur et à mesure dans toutes les couches de la société. Tout à fait. Avec l'accent mis peut-être sur des aspects plus inattendus. Je pense par exemple au monde de la franc-maçonnerie, oui. qui est bien présent et important dans le livre. Oui, alors tous ces personnages ont pour but de décrire un portrait historique et sociologique de l'époque le plus fidèle et le plus authentique possible. Et c'est sur cette peinture-là que je place ma trame, mon histoire. Les francs-maçons ont joué un rôle important, comme vous le savez, pendant la Révolution française. Il y avait vraiment une loge au Puy qui s'appelle la Parfaite Union, si je me souviens bien. Les noms, là aussi, sont exacts, si je me trompe pas. Et je les utilise effectivement dans l'intrigue. Je ne voudrais pas spolier ni rien dévoiler, mais je les utilise effectivement dans cette intrigue. Ils vont apparaître à plusieurs moments, et on comprend peu à peu qu'il y a cet arrière-fond qui va effectivement jouer un rôle très important. Alors, pour qu'il y ait un bon roman historique, il faut aussi qu'il y ait des énigmes. Et vous en avez une, en plein milieu du livre, qui est particulièrement réussie, j'ai trouvé. Voilà, le jeune héros revient dans le château qui a été complètement détruit, enfin pillé par les hordes républicaines, et il essaye de trouver un signe de son père. Et là, vous vous amusez à nous proposer du décodage de messages cryptés. Oui, alors les deux personnages sont sur des recherches l'un comme l'autre. Marc Aurèle découvre que son père n'était pas seulement un érudit tel qu'il le pensait, il découvre qu'il avait, je ne voudrais pas là non plus dévoiler les choses, mais il avait une autre vie. Il y avait une autre vie, et son père avait prévu justement de laisser, au cas où il lui arrive un souci définitif, on va dire, des instructions codées pour qu'il puisse bénéficier de certaines protections qui faisaient partie de ses amis à lui. De même que Iratus partira sur la recherche de sa mère et peut-être de son père. Et peut-être de son père. RCF. Franck Gard, Les Aigles de l'Empire, premier tome, car l'honneur m'oblige. Alors, vos personnages, il va leur arriver beaucoup d'aventures. Ils sont plusieurs fois sur le point d'y passer, parce que c'est une période où ça rigole pas. Chaque fois, bien sûr, ils sont sauvés au dernier moment, et on sait qu'ils vont être sauvés, mais le plaisir du lecteur, c'est de trouver comment vous faites pour qu'ils le soient. Tout à fait. Dès l'instant qu'on part du principe, du parti pris d'avoir deux personnages récurrents, notamment sur une épopée, le lecteur comprend vite que ces personnages ne vont pas mourir tout de suite. À part Hitchcock dans Psychose qui avait fait ce coup de maître, ça ne se fait pas sur une. Ça serait pas correct. Donc il faut que le lecteur trouve son compte et son plaisir autrement. D'abord, il y a pas mal de personnages secondaires je sacrifie pour mettre un peu de tension, et puis parce qu'il y avait beaucoup de morts et de massacres à l'époque. Mais effectivement, dans la dramaturgie, il faut que ces personnages soient mis en péril. Autrement, si tout va bien, on s'ennuie. Les gens heureux intéressent rarement les autres. Et puis ensuite, quand ils sont en péril, il faut qu'il y ait un coup de théâtre,
un Deus ex machina, je crois, Voilà. qui soit pas prévisible et crédible à la fois. Voilà, pas prévisible mais crédible. Alors le fil conducteur, c'est l'honneur. C'est l'honneur, car l'honneur m'oblige. Ce jeune noble va faire l'expérience, à peu près au milieu du livre, de la violence nécessaire. Oui. Il va devenir un homme, finalement. Et vous avez trouvé vraiment une magnifique métaphore, expérience, pour lui faire vivre ça. Donner la mort. Pour se défendre, il faut aller jusque-là. Et pas sur un champ de bataille. Son copain lui dit, de face à face, en regardant l'autre que tu vas tuer. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, effectivement, ce personnage qui a été préservé, qui vivait dans une bulle d'érudition, de bienveillance, de raffinement, n'était pas apte du tout à se retrouver d'abord esselé dans une tourmente et devoir affronter ces violences-là pour ne serait-ce que venger l'honneur de son honneur et le drame de sa famille. Donc, effectivement, il faut qu'assez rapidement, il puisse affronter cette violence-là et qu'il soit apte à l'affronter et à y répondre. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en capacité, qu'ils ne sont pas adaptés à cette société quand ils font un prisonnier et qu'ils sont incapables de torturer. Et dans ce dialogue avec ce prisonnier-là, c'est le prisonnier qui a le dessus, qui domine. Absolument. Et parce qu'ils ne sont pas capables de faire preuve de la même violence que le prisonnier ligoté a à leur égard. Donc, il faut que rapidement, ils apprennent à affronter la violence et la mort. Et donc, je ne vais rien dévoiler, mais donc ça se déroule dans une partie de chasse. Voilà. Alors, il y a les gens du peuple, il y a la vie truculente avec les obsessions de la nourriture, de la bouffe. Il y a quelques excellents repas. Un aubergiste en particulier qui nous fait de ces petits plats exceptionnels. Il y a l'amour physique, et là aussi avec truculence, avec drôlerie, parce qu'il faut aussi, dans un bon roman historique, que ça soit drôle à certains moments, certaines scènes. Et là, vous y allez franco. Je l'espère. Alors, effectivement, pour les repas, sachez que toutes les recettes viennent de l'encyclopédie gastronomique de Dumas, donc on peut les refaire à la maison, éventuellement. C'est sûr qu'il y a de quoi faire. Hein. J'essaye effectivement de parler au lecteur, à son cerveau, à son âme, à son cœur, à son estomac, et parfois aussi un peu plus bas, parce que ça fait partie de ce qu'est l'homme. Ça fait partie de cet ensemble-là. Tout au long de l'histoire, ce fil conducteur de l'honneur va être absolument fort. Et il y a un moment, enfin il y a plein de moments que j'ai beaucoup aimé bien sûr, mais il y a un moment où il y a un personnage qui est un personnage complètement désabusé, et qui va dire « je vais vous aider ». Il n'a aucune raison de les aider. Il va se mettre dans la panade, mais il va le faire quand même, alors que lui, normalement, ne devrait pas le faire. Et il dit, je vais vous aider parce que vous y croyez encore. C'est Charles Le Noceur. C'est un personnage d'à peu près leur âge qui est apprenti macro. Voilà, il donne conseil. Charles Le Noceur, superbe, hein, comme ça dit bien l'emploi. Voilà. Et donc effectivement, il est présenté par le fameux aubergiste déjà. Et ils font une soirée un petit peu arrosée, très arrosée, et ils se prennent de sympathie, effectivement. Et quand les deux personnages se retrouvent vraiment, comme vous venez de le dire, dans la panade, ils viennent le solliciter parce qu'ils n'ont plus aucun échappatoire. Toute la ville est à leur trousse, en fait. Et effectivement, cette personne-là qui est un cynique, parce qu'il est désabusé, parce que lui a une maturité que les deux autres n'ont pas. Et va les aider, non pas parce qu'il croit à ses bons sentiments, il croit à l'amitié, il croit qu'il leur doit quelque chose, mais tout simplement parce qu'il est touché que eux aient encore cette fraîcheur-là et ces idéaux-là. J'aime bien ce personnage. Effectivement. Et puis, alors, plein d'autres. Il y a des beaux personnages de femmes, de jeunes femmes absolument charmantes. Et puis, il y a l'armée. Parce que ces hommes vont finir par échapper à leur destin, parce qu'ils sont prêts d'y passer un certain nombre de fois, et à la fin vraiment, en s'engageant dans le régiment
le bataillon des volontaires de la Haute-Loire. Alors, c'est pas les volontaires qui viennent de Marseille, c'est les volontaires qui viennent de la Haute-Loire. Et là, vous vous êtes appuyé sur des faits historiques. Il y a bien eu un bataillon d'alti-ligériens. Bien évidemment. Là, je parle du premier bataillon des volontaires de la Loire. Il y en a eu un second. Le commandant Chambarlac était vraiment le commandant de l'époque. Lui il a un nom à rallonge avec plein de... C'est un aristocrate, il y avait beaucoup d'aristocrates à cette époque-là. Et il commande. Oui, et son fils, c'est authentique également, son fils était lieutenant dans ce même bataillon. Voilà. Et un magnifique discours de cet homme qui est un homme de l'Ancien Régime et qui parle de la France avec un enthousiasme tel qu'il y a des gens qui passent par là et qui vont s'engager au fond simplement parce que le discours est beau. Alors oui, c'est le but de ces harangues-là. Il y avait aussi des assistants qui offraient quelques bouteilles de vin à des jeunes gens qui signaient, qui s'en rendaient compte que le lendemain au réveil, voilà, tous les moyens étaient bons, il fallait lever des troupes rapidement. Et effectivement, ces discours sont empreints de lyrisme et d'emphase. Il y a plein de discours, à différents moments, de différents personnages dans l'Assemblée du peuple qui a bien existé, comme vous le dites, au Puy, c'est impressionnant. Enfin bon, on parle beaucoup. Oui, parce que c'était une époque en pleine tourmente politique et tout le monde était politisé. Et tout le monde parlait avec énormément d'emphase et de lyrisme. Ça, il faut voir les textes de l'époque. Moi, j'avais peur que ça soit trop et que ça passe pas aujourd'hui. J'espère que si. Et c'était des gens qui étaient, alors là, que ce soit des Jacobins, des Girondins, des aristocrates ou des gens du peuple. Des gens du peuple, ils étaient tous empreints d'un patriotisme, j'allais dire forcené. En tout cas, voilà. Il faut dire que les Girondins avaient déclaré la guerre à une grande partie de l'Europe. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en dans ces 19 jours, le début, les Autrichiens, les Prussiens sont en train d'envahir la France, et ça se termine, c'est Valmy. Tout à fait. C'est-à-dire le début de la révolution dans l'Europe, au fond. Le sauvetage de la France. Alors, Valmy a sauvé la Révolution française, parce que si les Autrichiens et les Prussiens arrivaient à Paris, il y avait de grandes chances que ça en soit fait de la Révolution française. Après, effectivement, le projet, très rapidement, le projet des montagnards, ça a été non pas de déclarer la guerre à toute l'Europe, elle était faite pour partie, mais de s'engager à libérer tous les peuples frères qui le décideraient, qui le voudraient, et de prêter assistance à tout ça. Les Anglais n'ont pas vraiment apprécié d'ailleurs cette déclaration d'intention, et ils sont rentrés en guerre quelques temps après d'ailleurs. Oui, mais il fallait vraiment des hommes, et là la population s'est vraiment levée. Alors c'est souvent des paysans, des boutiquiers, des avocats qui sont partis, mais ils sont partis pour faire leur devoir, mais sans se croire engagés plus que ça. Ils partaient pour faire leur devoir et donc chasser l'ennemi qui était sur nos frontières, mais après, une fois que c'était fait, l'engagement n'avait aucune... le contrat n'avait pas plus de sens à leurs yeux, ils rentraient chez eux naturellement, ils avaient fait le job. Donc il y a eu beaucoup de pertes d'effectifs, il a fallu les rattraper, voilà, et en trouver d'autres. Voilà, et c'est donc ce que vous allez nous raconter dans la suite, bien sûr, de ces aigles de l'Empire. Alors, dernière chose, pour qu'un grand roman historique fonctionne, il faut qu'il y ait un affreux, un méchant, un abominable. Alors, on croit plusieurs fois l'avoir trouvé, parce que des méchants, il y en a des gratinés, mais vous en avez gardé un pour la fin. Alors, ce Solon, c'est une histoire réelle. J'ai vu qu'il y a un livre auquel vous faites allusion dans les livres historiques que vous mettez en exergue à la fin. Tout à fait. Alors, il y a un Solon. Alors, je ne pourrais pas dévoiler non plus. Voilà. Mais je me suis inspiré d'un politique qui a vraiment existé au Puy et qui n'était pas spécialement modéré, loin de là, pour en faire un personnage. Voilà. Mais dès l'instant que j'utilise un personnage historique, je ne peux pas lui faire n'importe quoi, parce que ça serait pas respectueux. Ça serait pas respectueux ni de la réalité historique, ni de sa réalité à lui. Donc là, j'ai créé un personnage inspiré de cet homme-là. Voilà.
Eh bien, voilà, en 25 minutes, on pouvait simplement évoquer les lignes de force de ces aigles de l'Empire, car l'honneur m'oblige, aux éditions Enfortas. Un mot de votre éditeur, il vous soutient? Beaucoup. Enfin, c'est un vrai plaisir quand quelqu'un vous tend la main et qui il publie votre premier roman, que vous connaissez personne, il publie votre premier roman, il vous accompagne, et il a eu la gentillesse de me dire voilà, qu'il était très 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 fan de ce roman, donc je le salue si jamais il nous entend, mais c'est vraiment quelqu'un de très bien que j'aime beaucoup. Mot de la fin, c'était votre première interview, ça va? Ça va bien maintenant. Ça va. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Merci à vous tous et à bientôt pour le tome 2, c'est promis. Promis, avec grand plaisir.